Bonsoir à tous. Merci de votre présence à notre événement du pôle Finance Innovation ce soir. Merci à tous. Ce soir, nous allons vous parler des créances douteuses, les non-performing loans. Donc, on a un beau parterre de spécialistes. Avant de laisser la parole à Sébastien Lemeunier qui va animer la table ronde, hein, notre partenaire de EBS. Un petit mot sur Finance Innovation. Finance Innovation, c'est le cluster de la finance digitale et de la fintech. C'est 600 membres, 400 TPE, 120 grands groupes, 60 ETI, une vingtaine d'académiques. Autour de Finance Innovation, nous sommes spécialisés dans la finance digitale et la fintech. On crée des projets collaboratifs entre des entreprises et des académiques, avec des TPE, PME, des fintech. Donc aujourd'hui, on a un bon exemple, un bon échantillon de membres du pôle. Une fintech, Algoan, un cabinet de conseil, EY, un grand groupe, BNP Personal Finance, le régulateur, merci de sa présence, la CPR, et un académique, European Business School. Donc, je laisse la parole à Sébastien qui va animer donc, cette soirée. N'hésitez pas en ligne, il y a pas mal de monde en ligne, à poser des questions en ligne. Clément donnera les questions à Sébastien, il pourra y avoir des réponses avec les gens en ligne, et aussi les personnes qui sont présentes aussi. N'hésitez pas, après la table ronde, à poser des questions. Donc, je laisse la parole à Sébastien, et merci à toi d'avoir proposé ce programme. Merci Maximilien. Donc effectivement, nous avons organisé, l'EBS Paris a organisé avec Finance Innovation cet événement. Donc je remercie particulièrement Finance Innovation de nous héberger ce soir dans ce lieu hautement symbolique du Palais Brognard. Alors pour l'EBS Paris, je vous donne quelques mots. Nous sommes une école de management internationale qui a le Grand Master, donc c'est une école post-bac. Nous avons été récemment rachetés par le groupe Axelis et nous sommes en réforme. On offre des spécialités de marketing, de finance et de management. Et de nombreux étudiants s'orientent vers des carrières financières. Donc, c'est pour cette raison que nous avons été particulièrement intéressés par ce sujet d'actualité avec de nombreux enjeux et qui sera partagé avec les participants de ce soir. Donc, à cette question, à ce titre, les NPL, crise, choc, inflation, de l'importance de la donnée. Donc, les personnes qui interviendront ce soir, je les présente rapidement, peut-être qu'ils développeront. Donc, Julien Denis, qui est partenaire chez Ernst & Young, Michael Diguet, qui est le CEO et le cofondateur de Algoan, Romain Fonck, qui est contrôleur de gestion des risques chez BNP Paribas PF, et enfin Ludovic Lebrun de la CPR, qui est adjoint au directeur de la première direction du contrôle des banques. Donc, et moi-même, je suis enseignant-chercheur en finance à l'EBS Paris et je jouerai le rôle de modérateur. Alors, pour cette présentation, donc effectivement, au sein des activités bancaires, les NPL sont un élément important en fait du risque de crédit. Et c'est effectivement, si des clients ne remboursent pas le prêt qu'ils ont contracté auprès des banques, alors, évidemment, l'actif de ces banques devient moins rentable et cela limite également la capacité des banques à contracter de nouveaux prêts. Donc, les NPL, les Non-Performing Loans, ce sont des prêts non performants si des éléments indiquent que leur remboursement devient improbable ou si aucun versement prévu dans le contrat n'a été effectué durant 90 jours. Alors, d'un point de vue macroéconomique, les crises financières vont favoriser l'apparition des NPL. Et donc, cela va fragiliser les banques, et notamment dans leur mission d'accompagnement et de financement des projets des particuliers et des entreprises. Donc, c'est un réel problème, c'est une menace pour l'économie, et en particulier pour une économie... pour les économies régionales comme la nôtre au niveau de l'Europe, qui est majoritairement financée par les banques. Donc évidemment, les autorités de surveillance sont particulièrement attentives, surveillent en fait cet indicateur qui est le volume des NPL, et elles fournissent de nombreux efforts pour les limiter. Alors il y a deux niveaux pour limiter ces NPL. Premièrement, la prévention.
la prévention en contraignant les banques à respecter un ratio de NPL et en incitant les banques à favoriser l'octroi de crédits plus sains. Un deuxième niveau qui est celui du traitement des NPL, afin de faciliter leur résolution et le fait de les sortir du bilan des banques. Donc, ces solutions vont être présentées par nos participants avec une attention particulière sur la donnée. Parce qu'effectivement, c'est ce qui ressort de ces deux types de solutions. Et la donnée, eh bien, elle est difficile parfois à obtenir, elle manque parfois de pertinence, et puis en plus, c'est un élément stratégique au cœur des banques. Donc, elle est difficilement aussi cessible lorsqu'il s'agit de concurrents. Je vais poser une première question sur ce premier point qui est celui de la prévention. Donc, effectivement, on se tourne immédiatement vers le régulateur. Ludovic, quels sont les dispositifs réglementaires qui sont mis en place pour justement prévenir d'un volume trop important de NPL? Quels sont les enjeux? D'accord. Merci beaucoup. Vaste sujet. Peut-être pour l'introduire et introduire la vision du superviseur et les actions du superviseur, encore une fois, dans une phase de prévention. Là. Le propos du superviseur n'est pas que les banques ne doivent pas prendre de risques, parce que sinon, elles ne s'engageraient pas, elles ne feraient pas de prêt. Le but du superviseur, c'est qu'elles prennent des risques, ce qui peut conduire à la survenance de NPL, mais qu'elles prennent des risques dans un cadre maîtrisé, encadré, avec une bonne mesure de suivi de ces risques. Donc c'est pour ça que notamment, parmi la palette d'outils utilisés par le superviseur, il y a ce qu'on appelle en termes de gouvernance, la nécessité pour les établissements d'avoir un cadre d'appétence au risque où il va définir quelle est son appétence pour la prise de risque, notamment pour ce qui concerne les opérations de crédit. Donc ça, c'est, je dirais, une toile de fond sur notre action. Après, la question de la prévention, je pense que le rôle des superviseurs peut être pris à deux niveaux, niveau macroéconomique et au niveau microéconomique. Si on s'arrête dans un premier temps sur le niveau macroéconomique, comme vous l'avez dit en introduction, l'objectif au niveau macro, c'est d'éviter à tout le moins l'amplification des cycles économiques et plus spécifiquement l'amplification des creux de cycles économiques. Donc, ce qui veut dire d'intervenir en amont et donc lorsque l'on est dans une phase d'expansion du cycle, qu'il y ait trop de risques qui soient pris, potentiellement mal calibrés, qui se retourneraient en bas de cycle. Et pour ça, il y a quelques outils qui ont été pris. J'en citerai quelques-uns. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément bonne presse auprès du grand public, mais je pense qu'il faut bien les comprendre aussi, et c'est l'occasion de les mettre en perspective. Parmi ces outils, il y a le coussin contracyclique au niveau macro, donc qui est une exigence pour les établissements de constituer un coussin de fonds propres quand la situation est plutôt saine, de manière à pouvoir amortir, lorsqu'il y a le retournement du cycle, eh bien, certaines pertes, par exemple, ou du moins certaines dépréciations qui pourraient intervenir notamment sur les NPL. Donc, il a été réaugmenté en France, par exemple, à 1%. C'est le Haut Conseil de la stabilité financière qui fixe ce taux. Une autre mesure qui est peut-être encore plus impopulaire, je dirais, qui étaient les mesures qui ont été prises concernant les crédits immobiliers. Vous savez qu'il y a une norme, toujours le HCSF, qui a pris des normes pour limiter, par exemple, le taux d'effort des emprunteurs à 35% de leurs revenus, pour limiter la durée maximale des crédits à 25 ans. Donc là aussi, ça a pu être présenté comme « mais on bloque l'accès au crédit ». Je pense ce n'est pas la manière dont il veut le lire, du moins du point de vue superviseur, ce n'est pas la manière dont ce n'était pas l'esprit dans lequel cette mesure a été prise, c'était plus pour prévenir justement des risques futurs de difficultés de remboursement qui, in fine, dans le cas du crédit immobilier, mettraient les ménages en difficulté. Donc ça, ce sont des mesures prises au niveau macro qui permettent d'encadrer un peu, je dirais, l'octroi de crédit
encore une fois, non pas dans une optique de vouloir contraindre, mais plutôt de maîtriser les risques sous-jacents à travers le cycle économique. Donc ça, c'était l'approche plutôt macro. Si on en vient aux exigences micro, donc là, si on s'intéresse au niveau de l'établissement de crédit, plus spécifiquement, comme je disais, le but, ce n'est pas par définition de l'interdire de prendre des risques. C'est son métier de faire des crédits et de gérer les risques sous-jacents. Et à l'octroi, gérer les risques sous-jacents, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, lorsqu'on parle plus spécifiquement d'un prêt, bien le tarifer, puisque, à tout le moins dans l'approche théorique de la tarification du crédit, du taux d'intérêt, il y a une composante de ce taux d'intérêt qui est censée couvrir le risque de crédit, la perte attendue, l'expected loss en moyenne sur un portefeuille présentant des caractéristiques de risque similaires. Donc, bonne tarification sous-tend derrière une capacité à bien mesurer le risque de la contrepartie ou par grande masse, par exemple, lorsqu'on est plus sur une clientèle de détail. Et là, on peut faire le lien avec la problématique de la donnée, puisque pour bien mesurer ce risque de crédit et cet expected loss, il convient, ça demande déjà un historique de données et est en mesure de le traiter pour bien identifier quel est le risque. Donc, c'est un premier aspect important et c'est là-dessus notamment que s'est construit donc, des orientations de l'Agence bancaire européenne, l'EBA, dans son cycle anglais, qui a pris des orientations concernant les règles d'octroi de crédit. Orientation, donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de textes auxquels les autorités nationales doivent se conformer, ce qu'a fait l'ACPR pour la France, c'est-à-dire que ce texte est d'application en France. Et donc, ces orientations imposent aux établissements donc, cette démarche de bonne mesure de la tarification et de bonne évaluation du risque de crédit dans la démarche d'octroi. Et pour faire le lien avec ce que je disais, donc toujours la nécessité donc, que cela implique donc, d'avoir une bonne connaissance de sa clientèle et de son risque. Je ferai référence à un autre texte. Alors je suis désolé de mettre en avant un peu trop d'acronymes, mais un autre texte qui, cette fois, vient du comité de Bâle, donc cette fois, on se situe au niveau international. Son petit nom, c'est BCBS 239. Voilà. Mais pour le présenter de manière très, très synthétique, c'est un texte qui impose aux établissements d'avoir une bonne maîtrise de la donnée. Bonne maîtrise de la donnée, c'est-à-dire avoir une bonne source de la donnée et des capacités d'agrégation de la donnée pour après, alors ce n'est pas que vis-à-vis des superviseurs, parce que les banques ont bien sûr des reportings vis-à-vis des superviseurs, donc c'est avec un double objectif. Donc, bien sûr que de communiquer aux superviseurs une donnée de qualité, puisque nous, on a besoin de ces informations pour nourrir nos pratiques et notre traitement de supervision, mais aussi, je dirais presque et surtout, pour savoir aux décideurs dans les banques, au management, d'avoir une base à la fois pour irriguer au sein de l'établissement des bonnes procédures d'octroi de crédit et des bonnes procédures de suivi de crédit. Donc voilà, présenté très schématiquement, via le prisme un peu macro-micro, c'est les deux types ou les grandes typologies d'actions qui ont été prises par les superviseurs pour essayer de maîtriser ce niveau de NPL, encore une fois, parce que c'est un aspect important en termes de stabilité financière, tout en assurant un financement adapté de l'économie. Je vous remercie. Justement, à ce propos, au niveau micro, au niveau de la banque, eh bien, en fait, il y a ce regard que l'on porte sur le ratio de NPL et Romain va développer ce sujet. Et donc, comment est-ce que BNP-PF considère ce ratio de NPL? Alors, pour essayer de comprendre un peu les NPL et le ratio de NPL pour nous,
La première des choses qu'on peut essayer de faire, c'est de nous mettre en perspective au sein du groupe. D'après les derniers résultats que vous avez pu lire sur la presse, la BNP, c'est un groupe absolument énorme de 200 000 employés avec un résultat de revenus de plus de 50 milliards et ensuite un résultat avant impôt de plus de 14 milliards et un coût du risque de 3 milliards. Et quand on regarde PF, qui a 20 000 employés, c'est-à-dire 10 fois plus petit, qui a des revenus à hauteur de 5,4 milliards, donc 10 fois plus petit aussi, a un coût du risque, lui, qui fait 46% de toute la BNP. Alors déjà, vous vous dites, mais comment se fait-ce qu'une si petite entité représente autant de risques? Et une des raisons, c'est parce que le métier du crédit à la consommation est un métier peut-être le plus risqué de la banque, mais aussi et surtout, et c'est ce que nous allons voir, le plus rapide. Donc pour nous, le point important, c'est que si nous avons plus de risques, nous sommes a priori plus sensibles au NPL que les autres banques. Et d'autre part, notre business model fait que nous avons à les gérer plus que tout autre. Mais le NPL, c'est quoi? Le NPL, au départ, c'est quelque chose qui était le douteux comptable. Et le douteux comptable, aujourd'hui, à cause des normes IFRS 9, c'est le stage 3. Donc, l'encours est, on va dire, divisé en 3 catégories. Le stage 3 qui correspond aux créances les plus compliquées, celles qui sont le plus en retard, celles qu'on pense avoir beaucoup de difficultés à recouvrer. Le stage 1 qui est l'ensemble des créances où on pense que le risque n'a pas significativement cru depuis l'origination, et ainsi que le stage 2 qui est en fait la zone grise. Ces gens-là ne sont pas forcément en grande difficulté, mais on pense que le risque a vraiment cru significativement depuis l'octroi. Le stage 1, on doit mettre en face comptablement des provisions selon les pertes que l'on attend si la créance devient NPL dans les 12 mois. Le stage 2 et le stage 3, on doit nécessairement les provisionner à terme, c'est-à-dire évaluer le risque fin de vie. Et en face de ça, il y a eu une redéfinition de ce qu'était le NPL. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu quelque chose qui s'appelait l'AQR, et pendant l'AQR, on a eu une sorte de redéfinition du défaut qui s'appelait le NPE, qui a été depuis, on va dire, redéfini à nouveau. Le NPE, c'est un surensemble du douteux comptable et du défaut prudentiel, avec un système assez compliqué de période probatoire que nous allons voir dans les grandes lignes, parce que c'est une véritable complexité. Et une autre notion importante, qui est la notion de FBE, forbearance, qui, elle aussi, présente un mécanisme sophistiqué de période probatoire. Et quelque chose qui, pour nous, a été, et nous allons le voir au travers des chiffres qui sont publiés dans les comptes consolidés de PF, cette convergence entre le douteux comptable et le NPE a été, pour nous, synonyme d'un fort accroissement des encours NPL. Pour comprendre comment ça fonctionne, disons que si vous avez plus de 90 jours de retard, vous êtes NPL. Si, dans le cadre d'une difficulté à rembourser, ce qu'on appelle les mesures de forbearance, on vous fait une renégociation ou un report, et que vous avez une décote importante au moment où vous faites cette renégociation, mécaniquement, vous êtes encore NPL. Mais alors, comment on en sort? Si vous n'avez pas eu de renégociation, au bout de 90 jours où vous payez correctement, vous en sortez. Si vous avez une renégociation, eh bien, dans cette situation, vous êtes NPE, FBE pendant 1 an. Et si vous avez payé correctement, après, vous êtes FBE. Mais si jamais vous refaites 30 jours de retard pendant cette période, vous repassez NPE, FBE et c'est reparti pour un tour. Étant donné que dans le cas du crédit retail, si jamais vous avez une difficulté, la probabilité de récidive est importante. Et de fait, vous avez une probabilité forte de revoir un retard. Et dans cette situation, NPE un jour, NPE toujours. Donc, de fait,
de fait de la puissance des systèmes de période probatoire, la quantité de NPL du monde retail et en particulier du monde du crédit à la consommation est particulièrement important. Mais alors, que pense le monde académique des NPL? Si on regarde la littérature académique, moi j'ai retenu 2 articles que j'ai trouvés très intéressants, dont je vous mets les sources, que vous pouvez aller chercher. L'un est en accès libre, l'autre pas. Le premier, c'est sur le lien entre les caractéristiques intrinsèques d'un portefeuille et le ratio NPL. Ça vient de la Banque du Brésil. On va voir que c'est important que ça vienne du Brésil, précisément. Et en gros, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le ratio NPL, ça dépend pas mal de l'activité commerciale, de la production de crédit, de la vitesse d'amortissement, de tout un tas de trucs qui ne dépendent pas du risque. Donc ça, déjà, en tant que tel, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il va falloir peut-être s'intéresser un peu au type de produit, au business model, pour comprendre ce qu'est le ratio NPL. Deuxième article, qui est assez intéressant, c'est un article qui nous dit on a toujours cru et on observe que quand il y a une crise dans un pays, le système bancaire fait que le stock de NPL du système bancaire augmente. Et il augmente avec, tout d'abord, une période d'incubation comme un virus, un pic, et ensuite une période de résolution. Et ils se sont posé la question de savoir quelles étaient les variables qui faisaient qu'il y avait une certaine durée de résolution, une certaine durée d'arrivée du pic et la puissance du pic. Alors, bien entendu, le PIB, le chômage, l'endettement des États sont des variables qui nous permettent de comprendre la dynamique des ratios NPL des banques dans certaines géographies. Une chose très intéressante, c'est qu'ils ont vu que l'intensité du pic de NPL dépendait du PIB par habitant. Mais alors, fort de cela, moi, je me suis posé une question assez simple. Quel devrait être le niveau de base du ratio NPL? Alors, on peut faire différents types de modèles. Premier modèle, assez simple. Vous avez une production de crédit. Il arrive dans le performing. Puis, ce performing, il a une probabilité constante dans le temps, non nulle, de devenir non-performing. Chacun de ces encours s'amortit avec sa vitesse propre. Et quand on fait le calcul, quand tout est stable, quel est le ratio NPL? Et vous vous apercevez qu'il dépend de 2 paramètres. Il dépend de la probabilité de défaut et il dépend du temps pendant lequel un euro reste en NPL. Quand vous n'avez pas de défaut, vous n'avez pas de ratio NPL, c'est 0. Quand vous avez un temps de défaut qui est très, très, très élevé, à l'équilibre, mais ça met un très, très long temps, vous avez 50%, puis 100%. Puis globalement, ce ratio devient de plus en plus important, jusqu'à 100%, si le temps est excessivement long. Mais ce n'est pas exactement toujours ce qui se passe. Parce que le défaut, ce n'est pas forcément quelque chose qui arrive tout le temps, continuellement au cours du temps. Si dès le départ, vous considérez que le risque arrive très vite, parce que vous n'avez pas eu la donnée pour le sélectionner rapidement, et que après vous avez un risque résiduel qui est très faible, donc vous le considérez comme négligeable, vous avez donc dès le départ une probabilité de faire défaut et une probabilité de ne pas faire défaut. Et si chacun de ces portefeuilles ont leur temps propre, vous trouvez que le ratio NPL prend une toute autre formule. Il dépend de la probabilité de défaut, il dépend du temps pendant lequel on reste en douteux, en défaut, et il dépend du temps pendant lequel on reste en sain. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment donné à voir que le ratio NPL, c'est la compétition entre la survenance du risque et l'amortissement des encours. Si jamais vous prenez un exemple vraiment caricatural du split payment avec 3 fois sans frais. Si pendant 3 mois, vous arrêtez de produire du crédit parce que plus personne ne dépense, parce que vous avez une crise type Covid-19, vous avez un ratio NPL de 100% puisque tout votre encours sain s'est amorti. Donc, d'une certaine manière, la qualité intrinsèque des portefeuilles n'est pas que celle liée au risque, mais aussi à la vitesse de rotation des encours.
Et donc, si on va jusqu'au bout du raisonnement, ces 3 paramètres permettent pour une banque de déterminer, étant donné son business model, quel devrait être son ratio NPL. La probabilité de défaut, c'est l'octroi. Donc l'octroi, ça veut dire la data. Le temps pendant lequel on est en défaut, c'est la résolution des NPL. Et cette résolution des NPL, elle est assez complexe parce qu'elle dépend pas mal de ce qu'on fait dans le pays. Il y a des pays où on peut passer en perte, donc on peut réduire le nombre de NPL. Maintenant, il y a des pays où c'est très compliqué, par exemple l'Italie, parce que c'est très difficile d'avoir un certificat de recouvrabilité. Donc pour s'en débarrasser, il y a 2 voies, l'encaissement et il y a les cessions. Donc de fait, si on veut céder, la donnée est à nouveau très importante, puisque le portefeuille que je souhaite vendre, c'est un portefeuille qui prend de la valeur parce que l'acheteur voit toutes les données qui sont nécessaires pour estimer pour lui quelle va être sa possibilité de recouvrer. Et enfin, le dernier élément, c'est le temps pendant lequel on reste en sain, pendant lequel un euro reste dans l'encours sain. Et ça, c'est quelque chose qui dépend réellement de l'activité. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'on a au départ pas forcément en tête, mais on va voir au travers de chocs et de crises exogènes du type inflation, crise des semi-conducteurs, crise de la Covid-19, comment ça peut influer sur le ratio sans pour autant accroître le nombre de NPL. On se pose une question, bien entendu, du ratio à l'équilibre. Mais bien entendu, quand on voit des crises, ce qui compte, c'est l'évolution du ratio hors équilibre. Et donc, je vous ai mis un exemple. En reprenant les comptes consolidés qui sont publiés de BNP, j'ai calculé le ratio NPL en fonction de ce qui était déclaré comptablement, les encours douteux et l'encours sain. Pendant la crise de la Covid-19, il y a eu une baisse assez drastique de la production de crédit. Et la courbe violette, donc rouge puis violette, donne le vrai ratio officiel de NPL. Il faut savoir qu'une partie de cette hausse en 2021 est technique, puisque c'est ce qu'on appelle NDED, c'est-à-dire la convergence entre le stage 3 et la notion de NPE. Donc, en réalité, c'est un accroissement technique. On n'a pas plus ou moins de défauts, c'est juste qu'on qualifie certaines créances en défaut alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Et puis, en recalculant le trend de la production qu'on aurait dû avoir, donc en prolongeant l'accroissement des encours à partir de 2019 et la baisse des NPL, vous avez la courbe rouge qui est, si on avait continué comme avant, quel aurait été le ratio NPL. Et c'est là que vous vous rendez compte que le taux de NPL, en fait, est en écart de 1 point, ce qui est énorme en réalité, uniquement parce que vous avez une crise d'activité et pas une crise de risque. Alors, revenons sur la formule pour essayer de s'imaginer ce que devrait être un ratio NPL. Quand vous êtes en NPL, en recouvrement, et que vous avez une déchéance du terme, vous restez en général 10 ans. Si vous faites un crédit pas très risqué, crédit automobile, votre maturité de crédit, c'est 5 ans. Votre probabilité de défaut, elle est autour de 1%. Si vous faites le calcul, votre ratio de NPL devrait être autour de 2%. C'est à peu près ce qu'on voit dans l'ensemble des sociétés de crédit spécialisées dans l'automobile. Si vous avez cette fois-ci un risque 2 fois plus élevé, allez, une probabilité de défaut de 2%, mais vous avez un crédit rapide, 2 ans, et vous restez 10 ans en contentieux, si jamais vous êtes transmis en défaut, à ce moment-là, votre ratio NPL, il est plus de 2, il est de 10%. Ça veut dire que pour un risque 2 fois plus élevé, vous avez un ratio 5 fois plus élevé. Et donc, mécaniquement, des sociétés comme les nôtres sont confrontées à cette question des NPL du fait de la vitesse de rotation des encours. Donc, nous sommes à la fois sensibles aux crises d'activité, aux crises de risque, à la vitesse de résolution de ces NPL, et on peut répondre à la question, mais pourquoi le PIB par habitant? En fait, plus le PIB par habitant est bas, ce qu'avaient vu les chercheurs sur cette question, plus le pic du ratio NPL est élevé. Et c'est simplement parce que dans les pays en voie de développement, les crédits sont sur des maturités courtes et sur des montants faibles. Donc, mécaniquement,
les pics de NPL sont beaucoup plus élevés dans ces géographies. Alors, en ce qui concerne l'APD, l'APD, l'octroi, c'est l'ensemble des éléments qui sont le plus importants pour prévenir les NPL. Le meilleur NPL, c'est celui que je ne produis pas. Donc, la data, pour nous, est particulièrement importante dans le cadre de la sélection des dossiers. En revanche, ce que nous n'avons pas forcément, c'est la raison pour laquelle un dossier a fait défaut. On peut savoir quel type de contrat peut faire défaut, mais une fois qu'il l'a fait, nous n'avons pas forcément cette information. D'autre part, nous avons aussi la question de l'activité. Et ça, c'est un déterminant très important, puisque à partir du moment où vous décidez d'avoir des produits plus faibles en termes de risque et de maturité plus longue, par exemple l'automobile, à partir du moment où vous décidez de changer ou de tourner votre business model vers ce genre de produit, mécaniquement, vous faites baisser votre ratio NPL. Merci Romain. Donc, effectivement, dans ce cadre de la prévention, on a eu Ludovic qui nous a présenté l'approche en fait, du régulateur. On pourrait peut-être se dire coercitive, mais non, puisqu'on voit comment cela se traduit au niveau d'un établissement comme BNP Paribas PF. Et en fait, vous convergez vers la même préoccupation qui est celle de la qualité de la donnée. Alors, au-delà de ces aspects, en fait, j'avais une question pour Julien sur l'état des lieux en fait des NPL, donc au niveau en France, en Europe, et puis aussi au niveau du processus d'octroi. D'où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, je vais commencer effectivement par vous parler chiffres, parce que chez EY, on adore parler chiffres. Donc, on a fait une petite analyse sur la base des données disponibles, notamment les données de l'EBA, et depuis 2014, et on s'aperçoit qu'au niveau européen, il y a effectivement une forte baisse du stock de créances non performantes. On est passé de 1175 milliards à 367 milliards d'euros au bilan des banques. J'insiste sur le bilan des banques parce que ces NPL, bien évidemment, ils n'ont pas disparu. Ils ont été déconsolidés. Et quand on regarde un peu et qu'on épluche géographie par géographie ces éléments-là, on s'aperçoit que la baisse européenne, elle est avant tout liée à trois gros pays. En fait, on a un peu une Europe à deux vitesses. On a des pays qui, historiquement, ont subi de plein fouet la crise, comme l'Italie, et ont affiché de facto non seulement des stocks de NPL hauts en 2014, à fin 2014. Vous voyez, l'Italie, c'était plus de 278 milliards d'euros au bilan des banques italiennes. C'était pareil également pour l'Espagne et également pour la Grèce. Donc, dans ces pays, il y a effectivement eu des programmes de cession très massifs. Des programmes de titrisation également très massifs qui ont été facilités aussi par des actions qui étaient prises par les gouvernements au type de garantie, notamment au titre des titrisations. Et donc, il y a, alors j'aime pas beaucoup parler de marché NPL, même si c'est vrai que l'Italie, l'Espagne et la Grèce sont des marchés NPL où il y a des investisseurs internationaux qui sont très enclins à acquérir un stock de créances non performantes, le faire servicer ou le servicer eux-mêmes par des serviceurs, enfin par des agences de recouvrement qu'ils possèdent. Et donc ça, c'est une première partie du marché. Et l'autre partie du marché européen, dans laquelle est assise la France, qui, là, pour le coup, affiche un stock de créances non performantes très hautes. Néanmoins, il faut quand même regarder le ratio, puisque c'est important d'avoir en tête le fameux ratio des 5% demandés par le régulateur. Romain vous donnait des chiffres tout à l'heure, donc sur l'industrie et le sous-jacent type crédit conso, qui de facto sont plus hauts que sur des crédits plus, on va dire, résidentiels. Mais donc, la France qui affichait un taux très haut, la France qui affichait un stock très haut, avait tout de même un taux, là pour le coup, qui tournait aux alentours de 4,2% selon les statistiques EBA. Et on a connu également une baisse dans ces pays-là, alors qui est biaisée par deux faits, surtout par un, c'est-à-dire que dans les données EBA, il faut avoir en tête que la filiale italienne de BNP Paribas, pour ne pas les nommer, fait partie des chiffres français.
puisque c'est la zone géographique de la maison mère qui importe, et que donc là aussi, la baisse en termes de stock a aussi bénéficié dans ces géographies, limitrophes. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui, mais on y reviendra après, dans la gestion des NPL, la cession en fait partie, et il se trouve que sur les pays historiquement qui étaient très actifs en matière de cession, en matière de titrisation, il y a eu une concurrence qui est désormais très accrue, donc des niveaux de pricing qui étaient hauts, mais aussi des problèmes de qualité. Quand on fait de la titrisation, mais je pense qu'on y reviendra a posteriori, encore une fois, la qualité de la donnée est essentielle parce que sinon, il y a un peu de... On trompe l'acquéreur potentiel. Donc, tout ça pour dire que depuis 2014, grâce à l'EBA, grâce au régulateur, il y a quand même eu une pression très forte sur ce ratio de 5%. Si vous êtes au-dessus, il faut descendre, ou alors vous nous expliquez comment vous allez descendre. Donc, il y a eu des politiques NPL, ou des stratégies, j'ai envie de dire NPL, qui se sont faites au sein des banques. J'y reviendrai par la suite. Mais la vraie question, comme l'a dit Romain aussi, c'est éviter d'en créer de nouveaux. Et ça, typiquement, l'octroi, mais je pense que Michael sera également à même d'en parler, avoir un bon octroi, c'est également pouvoir préempter les défauts potentiels. Et là-dessus, nous, on est amené aussi à accompagner des clients sur tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Je vous remercie pour ces données qui sont très précieuses pour l'illustration de nos propos ce soir. Et donc, en fait, on va aussi pouvoir parler de l'avenir vis-à-vis de cette qualité de la donnée. Et à cet égard, en fait, Michael sera notre caution technologique. Donc, Algoan est une fintech française, européenne. Elle a vocation à rendre le crédit plus accessible et plus responsable. C'est une offre de service aux prêteurs pour diminuer le risque et donc diminuer les NPL, grâce notamment aux données de l'open banking. Donc, je laisse en fait Michael nous présenter cette question. Donc, oui, il faudrait que je la pose. Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui et dont nous disposerons demain pour améliorer le processus d'octroi, donc en amont, au niveau de la prévention, et identifier les clients à risque dans un portefeuille? Merci, bonjour à tous. Donc, je pense que tu as très bien, vous avez très bien, présenté Algoan. Alors, c'est pas Algoan, par contre. Le seul petit défaut, c'est que c'est Algoan, ça se prononce un peu à l'anglo-saxonne. Algoan, donc oui, on est une fintech européenne créée à Paris. On travaille avec les banques, avec les prêteurs, pas qu'avec les banques d'ailleurs, avec les prêteurs, que ce soit les banques et les fintechs, pour les aider à améliorer leur processus d'octroi. Et donc en France, aujourd'hui, on travaille avec tous les groupes bancaires sur quelque chose de très innovant dont je vais vous parler. Parce que donc, Romain le disait, hein, le meilleur NPL, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc nous, c'est vraiment, notre vocation à Algoan, c'est vraiment ça, ne pas produire de NPL, ou en tout cas en produire le moins possible. Comme le disait Ludovic, ça fait partie du métier de la banque de prendre des risques. Et donc pour ce faire, on utilise la technologie. Alors, je vais déjà vous parler de comment un octroi se fait de manière traditionnelle. En fait, ça n'a pas beaucoup changé depuis un certain nombre de décennies, on va dire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup évolué. Si je prends, par exemple, le crédit conso, puisqu'on a BNPPF en France, donc la manière dont l'octroi est fait, j'imagine que parmi vous, des gens ont fait des crédits conso, moi j'en ai fait. On va vous poser un certain nombre de questions, en fait, sociodémographiques, donc votre âge, l'endroit où vous vivez, votre situation familiale, la nature de votre contrat de travail, vos revenus, vos charges existantes. Donc voilà, on répond à un certain nombre de questions, une trentaine à peu près de questions déclaratives. Et ensuite, on vous demande, évidemment, pour démontrer que vous n'avez pas raconté des salades, on vous demande des pièces justificatives. Par exemple, une fiche de paye, des avis d'imposition, ce genre de choses. Voilà comment l'octroi fonctionne en France, qui est un cas particulier, j'y reviendrai parce qu'il n'y a pas de crédit de bureau. Donc déjà, premier problème, il y a un certain nombre de choses en France qui sont déclaratives qu'on ne peut pas vérifier. Typiquement, quand on vous demande, voilà, petite technique, si vous voulez jouer avec les lignes. Je pense qu'on a beaucoup de banquiers dans la salle. Ouais, donc je pense que vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre. Mais et puis on a le régulateur dans la salle. Mais
Mais bon, voilà, enfin, vous le savez tous, il n'y a pas de fichier positif en France. Donc, quand on vous demande de déclarer quels sont vos crédits en cours, combien vous en avez, quelles sont les mensualités que vous déclarez, vous pouvez mettre n'importe quoi. Personne n'ira vérifier en vérité. Ce n'est pas vérifiable. Et d'ailleurs, nous, on s'est amusé. Donc, on publie un certain nombre de livres blancs. Donc, dans un de nos livres blancs, on s'était amusé à évaluer justement les écarts entre la réalité et ce qui est déclaré. Donc, on a noté que dans plus de 40% des cas, les gens ils sous-estiment les charges de crédit existantes de plus de 20%. Donc voilà, donc le déclaratif ne correspond pas tout à fait à la réalité. Donc on voit que voilà, cette donnée, elle est ce qu'elle est. Elle a permis à des acteurs comme PF ou d'autres de faire des très belles choses. Mais nous, ça nous posait quand même, cette manière de faire nous pose un certain nombre de problèmes en termes d'exclusion des gens, puisque finalement, on se retrouve à prêter uniquement aux personnes qui sont mariées, propriétaires, qui ont des enfants, qui ont un CDI, etc. Puis aussi des problèmes de surendettement et de NPL. Donc nous, ce qu'on a quasiment inventé avec quelques acteurs de la FinTech, c'est l'octroi de crédit basé sur la donnée Open Banking. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une directive européenne qui a créé la notion d'Open Banking et qui nous permet donc à nous, enfin à nos clients comme CTLM, comme BNPPF, d'accéder en fait au compte bancaire de l'utilisateur avec son consentement. Bien important, évidemment, on demande le consentement à l'utilisateur. Je peux vous montrer un petit proto pour illustrer, parce que c'est pas toujours. Ce sera plus visuel. Bon, ça a disparu de mon écran. Voilà, ça a réapparu. Vous voyez? C'est bon? Donc voilà, donc c'est un petit proto fake. Hein, donc on imagine qu'on est sur un parcours d'achat en magasin. Donc là, je veux visiblement m'acheter un iPhone 13. Je demande de le payer en 3 fois. Je valide ma méthode de paiement. Et donc là, on va me demander mon consentement en fait pour accéder à mes comptes bancaires. Donc je dis que je suis d'accord. Je connecte ma banque. Donc là, j'accède à une liste de banques. Donc là, on a mis des choses qui sont fausses, mais il pourrait y avoir, ce serait Caisse d'épargne, Société Générale, Revolut, etc. Je clique sur ma banque, ça switch dans mon app bancaire et voilà, je suis reconnu par Face ID. Je vais pouvoir, dans mon app bancaire, accepter en fait l'accès à mes données. Je reviens sur le... Ah oui, alors là, dans cette démonstration-là, on montre ce que nous, Algone, on capte comme données. Donc là, en vérité, on a capté les données du compte bancaire. Donc là, on voit la suite des transactions bancaires. Et nous, on fait tout un traitement, toute une analyse qui permet de catégoriser les transactions, de les regrouper. Donc là, par exemple, on a regroupé les différents salaires. On remonte aussi un certain nombre d'indicateurs, voilà, des indicateurs de risque, et puis on calcule un score. On calcule un score de crédit. Et donc, c'est grâce à ça que... donc là, c'est notre score BNPL. Donc, c'est grâce à ça, derrière, que nos clients bancaires peuvent prendre la décision. Donc, du coup, là, on travaille... je vais remettre la présentation. Donc, on travaille sur une donnée qui est beaucoup plus riche à l'octroi. Donc, la donnée des transactions bancaires, elle a beaucoup d'avantages par rapport aux données sociodémographiques dont j'ai parlé précédemment. Déjà, elle est forcément vraie, puisque c'est une donnée qu'on récupère via les API bancaires. Hein. C'est la même donnée que vous avez dans vos relevés de compte. Donc, c'est de la donnée qui est extrêmement fiable. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de falsification possible. C'est de la donnée qui est à jour à la seconde près. Hein. On n'est pas sur, voilà, on est vraiment sur de la donnée qu'on récupère en temps réel. C'est de la donnée qui est très granulaire. Donc ça, c'est très bon aussi pour les algorithmes statistiques. C'est pour les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser. C'est de la donnée. Voilà, on a beaucoup de transactions. Et donc, ça donne des performances qui sont sans commune mesure par rapport au score crédit traditionnel qui fonctionne sur des données sociodémographiques. Donc, si je prends le cas de la France, qui est le cas peut-être où on obtient les meilleurs résultats, parce que justement, il n'y a pas de crédit de bureau en France, il n'y a pas de fichier positif, comme je disais tout à l'heure, en octroyant le même nombre de crédits, on est capable de réduire le nombre de NPL par 2. En gros, il y aura 2 fois moins de non-performing loans en utilisant nos algorithmes voilà, pour un même nombre de crédits. Donc, c'est vraiment
Pour moi, je pense qu'on est beaucoup à en être convaincus aujourd'hui, la révolution dans la manière de faire l'octroi. Et alors, ça ne se voit pas encore beaucoup, mais néanmoins, voilà, on travaille avec toutes les banques françaises. Ça ne se voit pas encore beaucoup parce qu'on est beaucoup en phase de pilote. Donc, on est encore sur des volumes qui sont pas en normes, qui sont pas énormes, mais néanmoins, voilà, on travaille avec l'ensemble des banques françaises et on travaille aussi évidemment dans d'autres pays européens. Donc, l'octroi, l'utilisation de cette donnée permet un octroi bien meilleur et de générer moins de NPL. Après, il y a un autre, je peux parler aussi, parce qu'on parlait, la question qui m'était posée concernait l'octroi, mais aussi le suivi d'un portefeuille de prêt. Donc là, je vais vous parler de quelque chose qu'on ne fait pas encore avec nos clients, mais pour lequel on a la technologie. Et j'espère qu'on sera amené à le faire prochainement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la directive européenne, ce qu'elle dit, c'est qu'avec le consentement du client, non seulement on peut récupérer sa donnée, mais on peut aussi lui demander le consentement pour conserver un lien, conserver une capacité en fait de récupérer la donnée dans le temps. Donc aujourd'hui, la directive dit que quand on obtient ce consentement du client, on peut interroger ses comptes pendant 90 jours et très bientôt, les règles changeront et ce sera 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Donc ça, nous, on trouve que c'est extrêmement intéressant. On peut, au moment où la personne fait son crédit, où on donne la possibilité d'obtenir son crédit à la consommation, par exemple, nous, on peut rester connecté au compte pendant 6 mois et du coup, le suivre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être absolument incroyable pour la prévention justement des NPL. C'est-à-dire qu'on voit tout dans les comptes bancaires sur la durée. On voit les chocs de revenus, on voit tout ce qui peut se passer, les changements de situation, etc. Et du coup, ce qui nous intéresse beaucoup, nous, chez Algone, c'est la capacité que nos clients vont avoir à accompagner en fait, ce client, à lui proposer tout de suite des solutions bien avant de détecter un NPL, parce qu'on a vu la définition d'un NPL. Le NPL, ça arrive très tard, hein, c'est 90 jours, 3 mois d'impayés. Nous, en regardant les comptes bancaires, on peut anticiper ça des mois à l'avance, parce qu'en général, enfin, c'est pas une chute brutale. En général, c'est une pente descendante. Donc, on est capable de l'anticiper et on est capable de proposer des choses. Enfin, nos clients bancaires sont capables de proposer des choses à leurs clients finaux. Donc ça, il y a aussi beaucoup à faire. Il y a aussi beaucoup à faire. Et puis, on en parlera aussi probablement plus tard, au moment de la survenance des NPL, parce qu'il y en aura toujours. Toute cette donnée qu'on aura pu collecter, c'est une donnée qui sera très intéressante pour déterminer la stratégie en fait, de traitement de ce NPL. Est-ce qu'on le garde et on le travaille, est-ce qu'on le revend, etc. Merci Mickaël, merci vraiment parce qu'en fait vous nous avez confié beaucoup de choses. Donc en fait il y a deux aspects dans cette prévention, l'incertitude, la maîtrise de l'incertitude comme nous l'a décrit Romain, et puis réduire autant que possible l'asymétrie d'information qui est un des premiers problèmes en finance. Hein. Mais une fois que c'est constaté, effectivement il y a le problème du traitement des NPL et donc je vais reprendre une expression anglaise, donc j'ai challengé Ludovic justement pour répondre voilà, le régulateur dès lors qu'on est dans le cadre du traitement, quels sont les moyens disponibles à votre niveau pour justement permettre la réduction des NPL. Alors, et que recommandez-vous? Merci. Alors c'est peut-être là où on va prendre la mauvaise casquette, puisque effectivement à la suite de la survenance de l'identification dans le début, milieu des années 2010 d'un volume de NPL significatif en Europe, qui a fait suite aux crises financières et économiques. Il y a eu une problématique du point de vue des superviseurs, c'était comment traiter cet état de fait. Parce que qui dit NPL dit mobilisation du capital pour les banques, puisqu'elles doivent respecter des normes de capital. Et qui dit mobilisation du capital dit que ce capital n'est pas disponible pour justement financer la relance économique ou essayer d'orienter des financements vers d'autres secteurs qui seraient plus porteurs. Donc il y avait un enjeu majeur, encore une fois j'y reviens, toujours avec la double casquette micro-macro économique, un enjeu majeur du traitement de ce stock de NPL. Donc là encore, deux types de décisions, à la fois quantitatives et je dirais qualitatives, sachant qu'on l'a vu, on a très bien vu les caractéristiques, le taux de NPL, les caractéristiques, l'écoulement des NPL dépendent
du type de financement octroyé. Donc, c'est assez difficile de trouver là aussi pour employer un anglicisme, un one size fits all, de trouver une approche unique. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue quantitatif, alors, ça peut être critiqué, mais il y a eu une décision de prise de mettre directement dans le pilier 1, c'est-à-dire directement dans les exigences de fonds propres applicables aux banques, donc une exigence de couverture minimale du taux de NPL. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je m'éloigne de la date d'identification de NPL, eh ben, je dois avoir une politique de provisionnement, de dépréciation de ces NPL plus importante jusqu'à couvrir une obligation de couverture de 100% des NPL. Donc ça a été mis en place donc, en pilier 1, ce qu'on appelle dans les exigences de fonds propres pour les nouveaux NPL. Pour le stock de NPL, donc issu des années 2010, il y a aussi eu dans la même logique une obligation de provisionnement. Là aussi, pour dire, ben voilà, c'est pas je tire un trait sur le passé, mais je prends en compte les conséquences du passé. Je ne porte pas un fardeau de manière trop longue pour repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, c'était un peu l'approche quantitative. L'approche qualitative, c'était de dire, et on y a fait référence tout à l'heure rapidement, c'est de dire, mais une fois que j'ai ce NPL, donc en tant qu'établissement de crédit, et nous, superviseurs vis-à-vis des établissements de crédit, c'est qu'attend-on dans la gestion de ces NPL? Et donc là, c'est tout un ensemble d'exigences donc de nature qualitative, plus ou moins renforcées suivant que le taux de NPL est au-dessus du, entre guillemets, fameux seuil de 5%. Mais s'il se trouve que l'on est au-dessus, donc mentionné, je crois, Julien le mentionnait tout à l'heure, on doit avoir des stratégies de réduction des NPL notamment vers ce seuil pour en diminuer l'impact, encore une fois, sur le bilan de la banque et pouvoir lui permettre de repartir sur un nouveau cycle de financement. Donc ça, c'était une première logique. Et pour rejoindre un peu plus la question de fond ou la croche de fond concernant la donnée, donc il est important aussi, toujours cette donnée centrale pour la gestion des NPL, elle est importante au sein des établissements, donc c'est ce que je disais dans ma première intervention. Mais si on veut traiter à 360 cette problématique de NPL, elle est aussi importante vis-à-vis du marché. Pourquoi ? Parce que si une banque, par exemple, et on l'a vu, encore une fois, dans le milieu des années 2010, si une banque a besoin de faire appel au marché pour faire des augmentations de capital, pour se refinancer, il faut qu'il y ait une certaine transparence sur ses comptes. Donc ça passe une transparence dans les états financiers, ça passe aussi une transparence dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le pilier 3, c'est-à-dire les informations de nature prudentielle qui sont publiées, communiquées au marché. Et donc, sur les NPL, il y a eu toute une exigence de renforcement de la communication, de l'exigence de publication d'informations par les banques quant à leur NPL, leur volume, leur historique, leur degré de couverture. Donc, plus grande transparence, meilleure information sur les banques. Et puis, si on pousse la logique plus loin, la stratégie de gestion de NPL peut aussi conduire, on l'évoquait aussi tout à l'heure, puisque c'était mis en place dans certains cas avec des mesures de soutien public, j'ai le cas de la Grèce en tête, sur des politiques de titrisation de NPL. Donc là, je fais une petite parenthèse. D'une manière générale, la titrisation a été pointée du doigt dans les années avec la crise financière 2008-2009, mais aussi parce qu'il y avait un manque de transparence sur le marché, un manque de transparence sur quelle est la réalité économique des expositions sous-jacentes. Ce n'est pas la titrisation en tant que telle qui n'est pas un processus sain ou utile au financement de l'économie, mais c'était ce manque de transparence. Donc, la titrisation peut avoir un rôle à jouer dans les NPL, mais si elle s'accompagne de transparence, si elle s'accompagne donc de la bonne communication, potentiellement vis-à-vis des investisseurs, sur la réalité du portefeuille, parce que sinon, si on n'a pas la bonne information, ça peut peut-être marcher au premier coup,
mais ça ne marchera pas le coup d'après. Donc, il y a vraiment un besoin et il y a eu quelques initiatives européennes alors, qui sont peut-être un peu lentes à se mettre en œuvre, mais il y a une nécessité vraiment d'avancer là-dessus, sur la transparence du marché, pour essayer de renforcer peut-être ce mécanisme de titrisation, et donc comme disait aussi Julien, on ne fait pas disparaître les NPL, mais simplement on profite de l'union des marchés de capitaux pour intéresser d'autres investisseurs à ce type de portefeuille, et pour permettre aussi aux entités supervisées, régulées comme les banques, d'enclencher un nouveau cycle. Je conclurai pour ne pas être trop long. Je pense qu'il y a un élément important par rapport à cette problématique. Si on caricaturait entre ce qu'une banque peut porter, les NPL, bien provisionnés, bien dépréciés, ou ce qu'il faut privilégier plutôt des approches de type cession, titrisation, c'est que sur les à gros traits, sur les 10-15 dernières années, on était quand même dans un environnement de liquidité plutôt abondante sur les marchés. Parce qu'il y a la capacité de porter les NPL en termes de solvabilité, de couverture, mais aussi en termes de liquidité. Est-ce que je peux porter un stock de crédit ? Là, avec le resserrement monétaire que l'on a connu ce dernier mois, et progressivement, peut-être tout du moins un certain degré d'assèchement des liquidités sur les marchés et du hausse des coûts de refinancement, je pense que ça vaudra le coup dans quelques mois, dans quelques temps, de refaire un bilan là-dessus. Et peut-être que le curseur entre je peux porter mes NPL et je les gère, et l'approche cession-titrisation, enfin ce type de stratégie, le curseur ne sera plus au même endroit. Merci de nous ouvrir à cette... Déjà, vous avez fait le plan, en plus de réussir la question, et de nous ouvrir à ces questions. Alors, justement, en fait, Julien, on souhaitait profiter de votre expérience au niveau du traitement des NPL au sein des banques, et comment est-ce qu'elles sont traitées, ces NPL, et donc, qu'est-ce qu'on entend aussi par la gestion optimisée de ces NPL ? Alors, effectivement, en fait, on a eu la chance d'accompagner un certain nombre d'établissements de crédit dans la gestion de leur stock de créances non performantes. Et bon, pour ne rien vous cacher, il y a des niveaux de maturité qui sont différents. On a bien vu que les établissements de crédit conso, qui ont eu à prendre de plein fouet en amont les problématiques NPL, sont sans doute plus avancés que les établissements plus traditionnels. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, on a été confronté à, pour faire le parallèle avec le titre de la table ronde, à un problème de données. En fait, une gestion optimisée des NPL, pour pouvoir la définir, il faut s'intéresser à 3 dimensions. La première, effectivement, les portefeuilles en eux-mêmes. J'ai des portefeuilles NPL, il faut pouvoir les stratifier, il faut pouvoir les segmenter, il faut pouvoir interpréter la donnée, il faut pouvoir regarder, Romain l'a dit tout à l'heure, les historiques de recouvrement pour savoir quelle est la performance de recouvrement, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement important. On parlait tout à l'heure aussi des comportements historiques. Là, je passe dans la prévention. Ça peut être aussi intéressant, notamment quand on a les crédits, les comptes bancaires qui sont domiciliés chez l'établissement prêteur, de regarder, d'analyser les comportements, de vérifier qu'il n'y a pas une baisse des revenus, etc. etc. Donc, c'est vraiment une dynamique très proactive de l'analyse des portefeuilles. La deuxième dimension où la donnée est aussi importante, alors c'est un autre type de données, c'est un peu le diagnostic de la fonction recouvrement. Quelles sont mes compétences en interne ? Tout le monde n'est pas bon sur tout, mais certains établissements vont être très forts sur la prise de titres, d'autres vont être très forts sur la gestion de crédits immobiliers, d'autres vont être très forts, etc. Donc, une analyse des compétences, une analyse des outils. On parlait tout à l'heure de la qualité de la donnée et on l'avait notamment découvert pendant les AQR. Alors, je vous laisse imaginer la qualité, on va dire, de la donnée dans un département de recouvrement qui, à tort, sans doute, ou à raison, a toujours été perçu dans une banque comme un centre de coût plutôt qu'un centre de profit. On a eu quelques établissements bancaires où effectivement, on avait des outils qui étaient très vieillissants, des populations qui n'étaient pas forcément très bien formées, etc. Donc, mais simplement parce qu'il n'y avait pas de données disponibles, d'indicateurs
de performance, on va dire, performance opérationnelle des back-office de recouvrement. Et ça, c'est quand même un élément clé, parce que ça permettrait d'identifier quels sont les leviers de productivité potentielle que j'ai, s'agissant, et ça fait lien avec le troisième point, est-ce que j'ai envie de continuer à travailler ce sous-jacent? Est-ce que je ne peux pas le donner en servicing à un tiers, pardon, les anglicismes, le donner en gestion à un tiers, ou encore le céder? Mais il y avait clairement un manque de données, non pas sur le portefeuille eux-mêmes, mais sur les performances en matière de recouvrement. Et donc la troisième dimension qui revêt aussi une importance assez caractéristique et dont on a pas mal parlé, nous, avec nos clients ces derniers temps, c'est le mode de gestion. C'est-à-dire vous avez 3 modes de gestion pour un portefeuille NPL. Le faire effectivement en interne, le faire auprès d'un serviceur externe ou le céder, avec chacune ses avantages et ses inconvénients. On parlait tout à l'heure du ratio et des contraintes de provisioning backstop, etc. Une gestion interne, ça ne permet pas de résoudre ces problèmes-là. Donc en fait, il est important de prendre en considération quelles sont les contraintes et quels sont les objectifs recherchés par ma gestion NPL. Si vous faites une gestion interne, effectivement, ça vous permet de créer un pôle de compétences. Quand on est dans des métiers spécialisés, ça peut être intéressant, effectivement, d'être très fort sur la prise de titre. D'un autre côté, ça vous permet aussi de conserver la gestion des dossiers assez sensibles qu'on n'a pas forcément envie qu'on n'a pas envie de céder, et qu'on n'a pas forcément envie de sous-traiter, même si dans le cadre de la sous-traitance, il y a quand même des accords, un contrat cadre, etc. Ça vous permet aussi de maintenir la relation client. Et là, petite anecdote d'ailleurs sur la gestion optimisée, on s'est notamment aperçu lors de nos entretiens avec certaines banques que il n'y avait pas de changement de relation au moment où le client devenait débiteur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'amiable était fait en local par le chargé de clientèle qui avait toujours un peu du mal à appuyer sur le bouton, à trouver les bons arguments vis-à-vis de l'ancien client qui était désormais débiteur. Et ça, c'est négatif en fait pour tout le monde. C'est négatif pour le pour le créancier déjà, parce qu'effectivement, on tarde à récupérer les sous, et c'est négatif aussi pour le débiteur parce que la dette, elle ne s'efface pas. Et au contraire, les intérêts de retard, les pénalités, tout ça, ça s'augmente. Et il y a un dernier effet néanmoins qui est assez bénéfique, et je pense qu'on n'en a pas parlé sur la gestion interne, c'est le maintien de la main sur la donnée. Et en fait, la donnée sur tout ce qui est portefeuille non performant, elle est très importante pour 2 accès. Un, la valorisation des portefeuilles, parce que effectivement, c'est généralement effectué sur la base de l'historique de collecte, quels sont les taux de chute, qu'est-ce que j'arrive à récupérer. Et ça sert également au provisionnement de ces portefeuilles. Donc, si je n'ai plus de données, j'ai quelques petites lacunes en matière de provisionnement. En matière d'autres modes de gestion, donc on a beaucoup parlé tout à l'heure des pays italiens, des pays espagnols, où il y avait beaucoup de cessions. Alors, il y a des cessions de portefeuille NPL en France, elles n'ont juste pas du tout la même envergure. Là où on échange des dizaines de milliards d'euros en Italie via des mécanismes de titrisation déconsolidante. En France, la taille moyenne du portefeuille, elle se situe en dessous des 100 millions d'euros, voire 50. Alors, on peut avoir des portefeuilles supérieurs, notamment dans l'environnement crédit conso, où là, encore une fois, il y a beaucoup plus de maturité et beaucoup plus d'expérience. Néanmoins, on a connu ces derniers temps on va dire une accélération des cessions, là où beaucoup d'établissements de crédit n'étaient pas trop vendeurs, ou alors que on va dire que les ventes se faisaient un petit peu de gré à gré avec le serviceur qui avait réussi à établir des relations, commencer par servir un portefeuille, et puis ensuite, je vais te le racheter. Comme ça te permettra effectivement d'avoir de la liquidité immédiate, et ça te permettra aussi de te décharger du risque. Ça fait quelques années maintenant où on transfère et on commence à avoir des processus plus organisés, petit 1, où on voit des portefeuilles aussi de meilleure qualité. Parce qu'il faut se rappeler que vu qu'il n'y avait pas eu de cession, on a commencé par vendre aussi, on a vidé un peu le grenier, on a vendu des portefeuilles de moins bonne qualité historiquement. Et donc,
les investisseurs internationaux commencent à regarder la France, puisque d'autant plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont encore plus challengés sur leur secteur, enfin sur leur pays d'origine, entre guillemets, l'Italie, l'Espagne. Ils ont toujours un vrai sujet, pour ne rien cacher, sur la qualité de la donnée. On parlait tout à l'heure des historiques de recouvrement, ça c'est valable pour le crédit conso et pour le crédit IMO, mais également dans le crédit immobilier. Ce qui fait la valorisation du portefeuille, c'est avant tout les garanties. Et malheureusement, les garanties, quand on demande les informations sur la valorisation des collatéraux dans les banques françaises, généralement, on a un gros travail de rémédiation. Parce que les rapports de valorisation, ils sont faits au moment de l'octroi. Non, même pas au moment de l'octroi, ils sont faits au moment du passage en contentieux. Et puis après, plus personne ne demande de valorisation, sauf cas exceptionnel. Alors, il y a aussi des startups. Alors, désolé, Mickaël, en l'occurrence, ce n'est pas la tienne. Mais il y a aussi des startups qui se sont positionnées pour essayer justement de donner une valeur à un collatéral en fonction de la position cadastrale, en fonction de plein d'éléments, sans visite sur site. Et ça fait, c'est aussi pas mal utilisé dans le cadre des cessions de portefeuille. Mais le problème des cessions avant tout, c'est que quand on cède un portefeuille, il faut s'attendre aussi à une décote d'acquisition, parce que l'investisseur, bien évidemment, il attend son retour sur investissement. Donc ça, c'est assez logique. Et donc, on a un marché qui est très fluctuant en termes de pricing, même en France. On dit qu'il y a peu d'investisseurs en France, puisqu'encore une fois, les serviceurs se sont positionnés comme acquéreurs. Et donc, la première question d'une banque, quand elle vend un portefeuille, c'est oui, ok, mais le chèque est peut-être joli, mais au final, qui va servir mon portefeuille derrière avec cette crainte de est-ce qu'on va envoyer des Doberman, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Néanmoins, les serviceurs sont en position de force. Mais ça reste très concurrentiel entre eux. C'est-à-dire, et ça a des effets sur le pricing. Alors aujourd'hui, concernant les cessions, c'est clair que les perspectives d'inflation, la remontée des taux, d'intérêt, donc de la source de financement pour les acquéreurs, ça, il y a une grosse crainte qui risque de tirer un peu vers le bas le pricing proposé, parce que l'incertitude, ils n'aiment pas. Et l'incertitude, ils n'aiment pas non plus. Là, sur la qualité de données, mais je ne reviendrai pas dessus. Et néanmoins, l'inconvénient, j'ai envie de dire, sur les cessions, c'est qu'effectivement, on perd une partie de la donnée. On perd la donnée sur le portefeuille, la donnée future sur le portefeuille qu'on a cédé. Voilà. Et ça, c'est un peu gênant dans le cadre de provisionnement. Et le dernier, je m'arrêterai là-dessus, sur les possibilités de servicing. On va dire que une fois qu'on a identifié les portefeuilles où on n'était pas bon, on peut, au travers du servicing, bénéficier d'une logique de mutualisation des serviceurs, qui se sont un peu tous spécialisés, qui se sont tous généralisés, mais qui ont quand même des spécialisations individuelles en matière de créances, en matière de débiteurs. Donc, on peut bénéficier de ça. On peut bénéficier aussi de pouvoir se recentrer sur les dossiers qu'on considère, nous, à plus forte valeur ajoutée. Ça permet également, et c'était en cela où on a eu pas mal de discussions depuis la période Covid, plus d'agilité. Beaucoup d'établissements l'adoptent plus dans une logique de débordement, en se disant attention, si jamais j'ai un pic de défaut, si jamais j'ai une crise, logique de débordement, je vais ficeler un contrat avec un serviceur et comme ça, je pourrais lui amener des dossiers. Alors bien évidemment, il y a un jeu de négociation sur le pricing, sur le pricing du serviceur, qu'on ne se le cache pas, en fonction de volume garanti, etc. Néanmoins, c'est un jeu de négociation. Et puis ça suppose surtout de bien se mettre d'accord en amont sur les termes du contrat. Donc gestion optimisée, je dirais effectivement c'est en deux étapes. La première, c'est l'analyse des portefeuilles et l'analyse des compétences internes de la structure qui détient ces portefeuilles. Et la deuxième étape, c'est vraiment un arbitrage en fonction portefeuille par portefeuille entre gestion interne, servicing externe et cession de portefeuille. Merci Julien pour ces aspects du métier. Avec Ludovic, vous nous avez montré la nécessité de la transparence au niveau des banques d'une part, et puis aussi la transparence au niveau des informations. Cependant, cette information, elle peut être stratégique. Il y a par ailleurs aussi des effets d'expérience qu'il faut savoir valoriser dans les banques, ce que vous nous avez montré, donc merci. Enfin, au niveau des
des nouvelles technologies, justement, comment peuvent-elles favoriser une plus grande efficience dans le traitement des NPL et comment est-ce qu'on peut prendre de meilleures décisions, Michael? Oui, alors je pense que la technologie est très largement sous-utilisée. Alors moi, je ne suis pas un expert du NPL, on est plutôt au niveau de l'octroi, mais j'ai vu quand même tourner des services de recouvrement. Tu me disais, c'est plutôt perçu comme un centre de coûts chez les banques. Il y a quand même un retard technologique assez important. Alors qu'au contraire, la technologie et notamment l'intelligence artificielle pourrait être vraiment largement utilisée avec beaucoup d'efficacité. Nous, on est à l'octroi, on utilise de l'intelligence artificielle, mais avec un certain nombre de contraintes qui sont parfaitement légitimes, puisque donc nos algorithmes on détermine si la personne a le droit ou non à un crédit. C'est quand même un sujet sérieux. En face, on a quelqu'un avec un vrai projet, etc. Donc, on a évidemment des contraintes réglementaires d'explicabilité. On doit être capable d'expliquer notre décision. On a également des contraintes sur les biais. On doit être capable de démontrer que notre algorithme n'a pas de biais non éthiques. Voilà, je pense que sur la gestion des NPL, c'est des contraintes qu'on a beaucoup moins. Voilà, s'il s'agit de décider si ce NPL il va être vendu ou s'il va être traité de telle ou telle manière, je pense que c'est des contraintes qu'on a beaucoup moins et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'utilisation des nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui, nous, on l'a testé sur l'octroi, donnent effectivement des meilleurs résultats. Enfin, ça donne des très bons résultats d'utiliser des technos avancés d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est la partie sur la partie technologique qui est clairement sous-utilisée. Cette technologie, elle se nourrit aussi avec de la donnée. Donc effectivement, il faut aussi de la donnée en quantité, de la donnée de qualité pour être capable de déterminer des bonnes stratégies de gestion de NPL. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, voilà, on est en train de mettre en place des choses qui vont permettre de récupérer plus de données à l'octroi, qui vont permettre aussi de continuer à récupérer de la donnée dans le temps. Et j'aimerais faire une dernière remarque, c'est que la donnée, la donnée, typiquement la donnée open banking que nous on traite, on peut aussi aller la demander en phase de recouvrement. Donc ça, c'est des choses que nous, pour le coup, on a testé avec les banques, avec des acteurs du recouvrement, c'est aller demander en phase de recouvrement aux gens de connecter leur compte pour qu'on puisse les aider. Alors ça a très mal marché, pour rien vous cacher, parce qu'effectivement, les gens qui sont en contentieux, ils sont beaucoup moins à même de partager leur compte bancaire, mais je continue de penser que si c'était mieux traité, si c'était traité plus tôt et dans une logique d'accompagnement, ça pourrait donner des bons résultats. Si on expliquait aux clients, là, on voit que on a l'impression qu'il va y avoir un petit problème, donc est-ce qu'on ne pourrait pas te proposer quelque chose, un allongement de ton crédit, voilà. Là, je pense qu'on pourrait plus facilement obtenir des consentements pour récupérer de la donnée et donc déterminer les meilleures stratégies de gestion derrière. Mais merci. Alors, en fait, les NPL dans le bilan des banques, c'est une richesse, c'est un actif qu'il faut savoir valoriser, mais aussi qu'il faut savoir rendre plus liquide, et notamment avec sa valorisation. Donc, à cet égard, Romain, tu seras le dernier à développer cet aspect. Donc, comment sont valorisés les NPL et existe-t-il des obstacles à la justesse de cette valorisation? Alors, la valorisation des NPL, c'est le nerf de la guerre. Et en réalité, pour se rendre compte de la difficulté, il y a en général dans tous les modèles financiers un seul et même précepte. Ce que j'ai observé dans le passé se reproduira à l'avenir. Et donc, quand nous avons des NPL, on regarde combien ils ont encaissé et d'une certaine manière, combien ils pourraient encore donner à l'avenir au regard de ce que j'observe. Un bon exemple de ce genre de modélisation, c'est, je ne sais pas si vous avez lu Le Cygne noir de Nassim Nicolas Taleb, où en fait, il nous parle de l'histoire d'une dinde. Vous avez une dinde et vous avez la courbe de son poids au cours du temps et elle grossit. Puis jour après jour, elle grossit, puis elle grossit, puis elle grossit. Puis en fait, on voit une courbe assez rectiligne, assez linéaire. Puis soudainement, paf, 0. Ah, c'était Thanksgiving. Et voilà. Et donc, dommage pour la dinde, mais donc typiquement, ce genre d'élément fait que ce qu'on a observé dans le passé ne se reproduira pas forcément à l'avenir. En réalité, quand nous observons des chroniques d'encaissement, on a un biais déjà, c'est qu'on observe des chroniques d'encaissement de gens qui payent.
Donc nos NPL, ce sont des gens qui payent. Qui vous dit qu'ils paieront demain? Vous avez aussi des chroniques d'encaissement de gens qui ne payent pas. Hein. C'est zéro. Et qui vous dit qu'ils ne paieront pas demain? Et derrière cette question de est-ce que je peux toujours utiliser ce que j'ai vu dans le passé pour essayer de déduire l'avenir, statistiquement, j'ai envie de dire que oui. Mais céder, c'est sélectionner. Et sélectionner, c'est introduire des biais. Donc mécaniquement, vous allez essayer de vendre toujours tel type de catégorie. Des gens qui ne payent pas, il vous reste que des gens qui payent. Et bien, si vous faites ça, si les gens vous les achètent, c'est peut-être parce qu'ils valent quand même quelque chose. Alors pourquoi ça ne valait rien pour vous? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est que le recouvrement, lorsqu'on gère les NPL, c'est un lieu d'optimisation. On décide de mettre les bras pour recouvrer tel type de créance et pas tel autre. Et donc, vous avez peut-être des créances qui ne recouvrent rien, simplement parce qu'on ne les a pas recouvrées. Et évidemment, peut-être que si on avait choisi d'une certaine manière, si on avait eu les données des personnes qu'on aurait pu plus recouvrer que les autres, alors on aurait mécaniquement eu une meilleure optimisation. Mais ça, on ne le sait pas. D'autre part, il y a la question de les vendre pour les traiter. Et si je décide de les vendre, je me coupe de la donnée. La donnée, comme le disait Julien, c'est essentiel de savoir combien on encaisse pour calculer ce qu'on appelle les taux de perte, ou dans le jargon balois, la LGD, c'est-à-dire ce qu'on pourrait récupérer une fois que le défaut est atteint. Et ça intervient dans le provisionnement, c'est-à-dire la valorisation des actifs dans le bilan des banques. Si vous vendez tous vos NPL, vous n'avez plus d'actifs. Si vous n'avez plus d'actifs, vous n'avez plus de données. Si vous vendez tous vos NPL, déjà, vous ne saurez plus comment provisionner votre bilan. Et d'autre part, si vous avez généré d'autres NPL et que vous voulez les vendre, que vaudront-ils? Vous ne le savez pas puisque vous n'avez pas pu observer les données, puisque vous avez tout vendu. Et donc, céder, et c'est ça toute la difficulté, c'est céder la donnée. Donc, d'une certaine manière, il y a des stratégies qui consistent à ne pas tout vendre, de manière à garder un accès à la donnée, à vendre, mais demander un retour sur la donnée. On peut toujours se dire, voilà, cette donnée, elle est importante, et d'une certaine manière, ce que deviennent ces NPL, que sont-ils devenus? C'est un peu la question clé dans la valorisation. D'autre part, il y a un autre élément qui joue sur la valorisation des NPL, c'est celle où le potentiel de récupération est le plus élevé. Par exemple, on a le cas de l'immobilier, mais pas que. Dans le cas du crédit qui n'ont pas de collatéraux, on a aussi des cas où on peut avoir de très fortes hypothèses de récupération. Ce sont les créances les plus dures à vendre, les meilleures. Si vous avez quelque chose qui vaut 0, vous en aurez forcément epsilon, c'est-à-dire mieux que rien. Si vous vendez quelque chose qui vaut tout son potentiel, la personne qui vous l'achète voudra avoir sa rentabilité et donc vous en proposera nécessairement une valeur inférieure. Et donc, que valent les NPL? Comment sont-ils estimés? Ce n'est pas une science. Comme le disait mon collègue Antoine Dano, avec qui je travaille aux opérations, c'est un art. Et donc, derrière, il y a toujours cette idée que ça dépend du marché, ça dépend des montants, ça dépend. Une grosse créance, ça peut très bien se vendre très bien ou pas très bien, tout simplement parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur du bien qu'on peut récupérer, si on a une chance de réussite. Et derrière, ce n'est pas que l'aléatoire, mais il y a aussi l'opérationnel derrière pour récupérer quelque chose. Et ça, ce n'est pas toujours facilement estimable. Mais merci Romain pour ces éclaircissements. Donc, je crois qu'on peut ouvrir les questions, mais peut-être aussi une conclusion brève. Hein. Donc, a priori, les avis convergent pour la diminution de ces NPL, tant au niveau des régulateurs que des participants au marché. On a une amélioration justement de la formation. On peut attendre beaucoup justement des nouvelles technologies. Et puis aussi de la formation, d'après ce que je comprends. Et puis, il y a des choses aussi de la part des banques à valoriser au niveau de leur département. Il reste quand même des inconnus, notamment au niveau de cette cession de la donnée, mais qui est un actif stratégique et qui doit être valorisé. Et la connaissance des clients est importante. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ?
CDS, bankrun et risques systémiques? Si oui, quel est le rôle des fonds de retournement? Excellent. Le rôle des fonds de retournement. Bon, Ludovic, oui. Oui, je peux essayer une réponse. Les NPL peuvent contribuer à créer un risque systémique. Si le volume de NPL croît de manière importante et concomitamment dans plusieurs banques, ça peut créer un risque systémique. Donc, c'est l'articulation que je verrai entre NPL et risque systémique. Après, pardon, il y avait des références à risque systémique. CDS, bankrun et risques systémiques. CDS, alors mes collègues en parleront peut-être mieux que moi, ça peut être une manière de valoriser, de quantifier le risque de contrepartie. Donc, c'est plus souvent pour des titres que pour des crédits d'ailleurs. Donc, ça peut être un outil, ça peut être une donnée à utiliser pour valoriser son risque de crédit. Bankrun, c'est encore une autre dimension. C'est au-delà du risque systémique, c'est lorsqu'on a le risque systémique peut se traduire par une hypothèse plus idiosyncratique de risque de faillite d'un établissement donné avec des comportements de bankrun. Mais je ne sais pas si on peut faire un lien direct entre NPL et ses qualificatifs. Merci. Dans le cadre de la cession, alors il y a deux manières de le voir. Alors, il y a effectivement, on a pas mal parlé du marché unsecured, mais parce que Romain fait partie d'un établissement, Crédit Conso, mais il y a une grosse partie du marché maintenant qui est sur des crédits dits secured, avec donc notamment immobilier, avec des cautions institutionnelles, avec des biens en garantie, etc. Et c'est là tout le challenge. Romain parlait tout à l'heure de valorisation. C'est vrai que la valorisation, elle est un petit peu moins statistique quand on parle d'un portefeuille NPL de crédit immobilier, donc garanti, parce que là, ce qu'un acquéreur va regarder, c'est avant tout la valorisation du collatéral. Et ce qui fait justement pas mal de difficultés pour tous les anglo-saxons pour entrer sur le marché français, parce qu'eux sont très culture de la data, là où le marché français était jusqu'à maintenant moins data. C'est-à-dire que les due diligence que vous aviez dans le cadre de transactions sur des portefeuilles, elles étaient très physiques. On organisait une data room avec, et vous avez tous les participants à cette transaction qui épluchent les dossiers, dossier par dossier, enfin un coverage quand même assez significatif. De temps en temps, c'est 60% de l'encours qui est vendu pour essayer d'avoir ce coverage-là. Donc, ils viennent en fonction de la taille du portefeuille, ils peuvent venir à 15-20 dans une salle. Donc oui, effectivement, sur les NPL, il y a deux marchés. Il y a un marché qui est unsecured, dans lequel vous n'avez pas de caution, et il y a un marché qui est secured, dans lequel vous avez des cautions institutionnelles, des biens en garantie, etc. etc. Dernière, quid de l'impact des conditions de taux sur la valorisation des NPL, notamment s'agissant des cessions? On a déjà un peu commencé à y répondre. Mais oui, il faut se rappeler que qui sont les investisseurs, qui sont les acquéreurs de créances non performantes. Vous avez deux catégories. Et en France, il y en a une qui prévaut. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les serviceurs. Les serviceurs qui se sont dit, tiens, plutôt que de servir pour le compte d'eux, je vais aller acheter le portefeuille de telle ou telle banque. Mais ces serviceurs, ils ont besoin de financement. Alors, de temps en temps, on peut mettre en place des mécanismes de crédit de vendeur où le vendeur met en place un crédit pour financer effectivement le portefeuille, mais sinon, ils ont besoin d'aller chercher de l'argent sur le marché et se financer. Et donc, la hausse des taux, mécaniquement, elle va avoir un effet baissier sur leur pricing. Ensuite, on parlait de l'inflation tout à l'heure. Une inflation grandissante, ça veut dire qu'il y a un reste à vivre pour les débiteurs qui se réduit. Là aussi, effet risque à la baisse sur le pricing, parce que qui dit une capacité de remboursement plus faible, dit une perspective de remboursement plus faible, et donc dit, et c'est particulièrement vrai dans le crédit conso, une valorisation qui est plus faible. Bon, merci pour ces on a une questions question au supplémentaires.
Je vais laisser la première partie à Romain et je vais prendre la deuxième. Donc, la partie sur qui est en charge au sein des banques. Alors, qui est en charge au sein des banques? En fait, souvent, c'est les banques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont des départements qui s'occupent de chercher les portefeuilles et elles font des appels d'offres avec parfois des entreprises spécialisées dans le recouvrement qui sont choisies pour le respect, on va dire, du consommateur, des lois. On n'a pas envie de vendre des NPL à des entreprises qui vont à la baïonnette chercher à recouvrer. Donc, d'une certaine manière, ce sont des acteurs spécialisés qui ont pignon sur rue et avec l'objectif de présenter, on va dire, des portefeuilles avec on va dire, le profil de données qu'ils recherchent habituellement, dans le but de faciliter ces transactions. Moi, je vais te donner le point de vue de l'intermédiaire, parce que nous, typiquement, on intermédie pas mal de sessions, comme je vous l'ai dit. Alors, qui est en charge au sein des banques? Ça dépend des banques. Parce qu'en fait, on voit que le NPL, c'est une dimension qui est tellement large, qui induit de la finance, qui induit des risques, et pour certaines, elles ont une structure dédiée. Mais dans certaines banques, vous avez cette guéguerre, et qui induit le recouvrement aussi. Il ne faut pas l'oublier, le recouvrement. Donc, dans certaines... et je vous donnerai une expérience personnelle, c'est vrai que de temps en temps, c'est assez difficile, puisqu'ils ont des intérêts qui ne sont pas tous convergents, et parfois assez divergents, de leur faire comprendre de l'intérêt de la cession. Mais au final, moi, je reste convaincu de l'intérêt d'une cession quand elle est bien opérée. Donc, on finit par réussir à convaincre les réticents. Après, sur le marché, alors, encore une fois, le marché français, il est beaucoup moins développé que les marchés anglo-saxons nordiques, parce que ça a commencé chez les nordiques, ou italiens, où là, vous avez soit des boutiques spécialisées intermédiaires qui font ça très bien. En France, je ne vais pas citer de nom, mais bon, dans les Big Four, au sein des Big Four, vous avez à chaque fois des équipes qui sont spécialisées sur les services financiers et qui intermédient les cessions. Et qui, pour prendre mon cas, non seulement intermédie les cessions, mais accompagne aussi les établissements de crédit dans toute leur réflexion qui est beaucoup plus globale sur leur stratégie NPL. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Peut-être une question un petit peu générale. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les taux de NPL sont quand même à des niveaux très bas. Est-ce que vous attendez à une remontée des taux et de quelle ampleur, si c'est le cas? Merci. Alors, si on a une nouvelle guerre en Ukraine avec de l'inflation et donc de la production de crédit en moins, mécaniquement, même si le NPL baisse, le ratio peut monter. Donc, exemple, crise de la Covid-19, ou bien autre exemple qu'on ne voit pas forcément partout, mais qui existe dans certains établissements de crédit, la crise des semi-conducteurs. Puisque la crise des semi-conducteurs, c'est je ne peux pas produire de semi-conducteurs, je ne peux pas produire de voitures, je ne peux pas produire de voitures, je ne peux pas donner de crédit auto. Pas de crédit d'auto, pas d'encours, mécaniquement, ça augmente. Donc, est-ce qu'on s'attend à quelque chose du type une remontée des volumes de NPL? L'avenir est un art très difficile, surtout en ce qui concerne le futur. Et plus précisément, le fait est que, comme on a pu le voir sur qu'est-ce qui fait que les NPL augmentent, le PIB, le chômage. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes pour le chômage dans une spirale baissière, puisqu'il y a plus d'actifs qui sortent que d'actifs qui rentrent, du fait de la pyramide des âges et que toutes les gens de la génération du baby-boom aujourd'hui commencent à être en retraite, avec une tension sur le marché du travail. La vraie question est de savoir si le chômage va avoir encore un impact sur les NPL. Donc, et ça, à vrai dire, on ne le sait pas puisqu'on est rentré dans un autre monde. Et donc, on en est au tout début et on n'a pas de mesures claires. Et donc, d'une certaine manière, je préfère dire on ne sait pas. Non, et pour faire écho à ce que dit Romain, tout le monde, post-Covid ou pendant le Covid, se disait attention, il va y avoir une vague qui va être juste submergente. Au final, il ne s'est quasiment rien passé parce que le gouvernement a pris des mesures, a injecté du cash
dans l'économie, mais il y a un moment, il faudra sans doute passer à la caisse, malheureusement. Deuxième point, on parlait de chômage. On commence à revoir des défauts d'entreprise. On commence à revenir, parce que pendant le Covid, on était à 0 défaut. Enfin, c'était juste, on avait tout divisé par 10. Et là, on commence à en revoir apparaître, on commence à en revoir poindre. Alors, c'est plus vrai sur certains secteurs, hôtellerie, restauration, mais qui dit défaut d'entreprise, dit derrière, risque également de chômage. Maintenant, vous dire, et je sais que par le passé, j'ai des confrères qui ont donné des chiffres, personnellement, je ne donnerai pas de chiffres parce que je pense que tout le monde est convaincu qu'il va y avoir une hausse. L'ampleur, personne ne la connaît. Et le timing, personne ne le connaît. Et c'est pour ça qu'il faut savoir être agile dans la gestion. Pas penser tout de suite session, mais penser débordement. Je vais aller faire service et je vais d'ores et déjà prendre les dispositions si jamais j'ai quelque chose. Il y avait une question là. Non ? Sur les créances prescrites, y a-t-il encore un avenir pour les cessions de créances prescrites? C'est quand même, il y a de plus en plus de protection du consommateur. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Vas-y. Allez. Ok. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est très délicat. C'est quelque chose qui est très délicat parce que la prescription, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'au bout d'un moment, les garanties, je ne peux plus les exercer parce que je n'ai pas fait d'acte interruptif et donc je n'ai plus le droit d'aller devant un tribunal pour demander la saisie du bien, etc. Historiquement, et je vous l'ai dit, on a commencé par vider le grenier. Quand on a vidé le grenier, il y avait énormément de créances prescrites. Et ce n'est pas pour autant qu'on a eu un pricing qui était nul. Non. Pourquoi? Parce que les investisseurs y voient également des perspectives de recouvrement. Alors, soit, et ça peut être un peu plus critiquable, j'ai envie de dire, mais par des perspectives amiables. Parce que l'idée, à partir du moment où il y a prescription, c'est d'essayer de trouver une solution amiable. La dette, elle existe. Donc ça, c'est un mécanisme. Mais j'ai même envie de vous dire, il y a même des créances pour lesquelles on a réussi à avoir des pricing qui sont des incontactables. Des gens, ça fait 3 ans, vous ne savez plus où ils sont, et bien pourtant, ça a une valeur. Ça se valorise par le marché. Alors, je ne vous dis pas que ça se valorise à 100% de votre encours, bien évidemment, non. Mais c'est vrai que ça se valorise. Maintenant, on a vidé le grenier. Des prescriptions, il y a des mesures qui sont au sein des back-office des banques pour éviter justement que ça arrive au maximum. Vendre un portefeuille uniquement de créances prescrites à date, je ne le conseillerais personnellement pas. Vendre un portefeuille global en segmentant et en disant, écoutez, moi, j'ai ce portefeuille-là, c'est de bonne facture. Et puis, pendant les travaux de préparation, j'ai vu qu'il y avait ces créances prescrites, je vous les ai isolées. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous pouvez y trouver, pourquoi pas? Est-ce que ça répond aussi à votre question? Non, c'est pas la même chose. On est d'accord, c'est pas la même chose. Je faisais un parallélisme. Merci pour ces questions. Ça enrichit notre approche. Merci à chacun des participants et à Finance Innovation, ainsi qu'à l'EBS Paris, pour cette belle soirée que nous venons de passer. Merci.